Chers amis de la Maison Heinrich Heine, chers participants, bienvenue à notre conférence débat consacrée au début du nazisme et à la sagacité d'un certain nombre d'observateurs qui, dès 1933, ont compris les dangers de ce mouvement. La tragédie brune, c'est le titre de cette soirée, tourne autour de la personne de Xavier de Hautecloque, grand reporter français et écrivain, empoisonné par les nazis en 1935. Ce germanophile, cousin du futur maréchal Leclerc, multiplie les voyages outre-Rhin entre 1932 et 1934 et publie plusieurs livres et articles particulièrement clairvoyants qui mettent en garde dès cette époque contre les dangers du national-socialisme et alertent sur la catastrophe à venir. Dans son livre « La tragédie brune », c'est ce livre-là qui vient d'être réédité l'année dernière, publié en 1934 à la Nouvelle Revue Critique et écrit à la suite de son voyage en Allemagne en novembre 1933, Xavier de Hautecloque raconte de l'intérieur le mécanisme de la répression hitlérienne et la mise en place d'un État totalitaire remodelé par la politique nazie. Comme l'écrit son éditeur, je cite, « Son regard s'attarde là où d'autres ferment les yeux, ses pas le conduisent là où peu s'aventurent et finalement, sa plume décrit ce que beaucoup préfèrent ignorer. Son récit, à la première personne, frappe par sa modernité, sa sincérité, sa lucidité et surtout, avec le recul tragique de l'histoire, par son caractère prémonitoire. » Fin de citation. La tragédie brune vient d'être adaptée sous forme de bande dessinée, voilà, par deux spécialistes de la bande dessinée, Christophe Gauthier, dessin, et Thomas Cadenne, scénario. Contrairement à ce qui a été indiqué sur notre programme, les deux auteurs ne pourront pas être là ce soir. La qualité de leur travail nous a toutefois incité à maintenir cette soirée et surtout ça grâce à la présence de l'historien Frédéric Salé, dont nous avons beaucoup apprécié la conférence en avril dernier, consacrée à son ouvrage « Sur les chemins de terre brune, voyage dans l'Allemagne nazie », ça c'est le livre, Frédéric Salé est grand spécialiste de cette thématique. Il présentera la bande dessinée, La tragédie brune, et nous éclairera sur le contexte, et cela grâce à l'entretien qu'il aura avec le journaliste Johannes Wetzel, spécialiste des questions culturelles. Et je vous remercie tous les deux d'avoir accepté notre invitation. Et je pense que je passe tout de suite la parole à Johannes Wetzel. Merci beaucoup. Merci au public d'être venu ce soir. Effectivement, Frédéric Salé, il a la tâche de présenter un livre qui n'est pas le sien, mais on aura l'occasion effectivement de revenir à ce livre-là que le public fidèle de la Maison Heinrich Heine a déjà pu découvrir, mais qui est très, très riche. Et d'ailleurs, effectivement, Mme Dreussen a montré la couverture. Je crois que c'est une affiche de la Lufthansa de 1935. 35 ou 36, oui. Et qui dit « A pleasant trip to Germany ». Donc, effectivement, on pouvait faire des beaux voyages en Allemagne en 1935. Vous nous en parlerez peut-être un peu à la fin. Effectivement, le sujet ce soir, c'est plutôt la bande dessinée, dont les auteurs sont absents, mais leurs images parlent pour eux. Et effectivement, c'était une bonne idée de montrer quand même quelques images pour vous donner tout de suite une idée de ce trait, de ce graphisme, et de sa traduction, de la traduction en images du sens de cet ouvrage qui s'appelle La tragédie brune. Et vous remarquez qu'effectivement les tons de brun, cette atmosphère brune, est traduite dans cette bande dessinée. Une bande dessinée qui, Frédéric Salé va en parler,
qui retrace donc qui reflète le texte ou les textes peut-être aussi de Xavier de Hautecloque, journaliste français. Frédéric Sali, donc vous êtes l'auteur de ce livre, c'est votre thèse de doctorat, et puis vous êtes historien à l'université de Grenoble et dans le secondaire. Vous avez donc eu l'occasion de travailler un peu sur ce fameux Xavier de Hautecloque. Qui était-il ? Alors bonsoir à tous, merci d'être là. Alors Xavier de Hautecloque, j'étais assez surpris, oui et non, de voir que l'adaptation a été faite en bande dessinée. Il y a un regain d'intérêt pour ce personnage. Alors les rares occurrences qu'on retrouvait dans la presse actuelle avec Xavier de Hautecloque, ça a été dit par Mme de Heusen, c'était par son rôle de cousin du futur général Leclerc. En fin de compte, en quelques mots, ça serait un peu le père du journalisme d'investigation, Xavier de Hautecloque. C'est quelqu'un qui a dévoué sa vie, il est mort extrêmement tôt, il est né en 1897, me semble-t-il, pour être assassiné par les nazis en 1935, à la suite d'une longue agonie en avril 1935. Donc c'est quelqu'un qui est mort à l'âge de 38 ans et qui a produit énormément d'enquêtes. Alors les plus célèbres, c'est celles que l'on a vues en présentation là, sur le diaporama. C'est en fait un ensemble de trilogies consacrées au nazisme qui sont parues à 3 ans d'intervalle, 33, 34, 35. Ça commence avec peut-être son encore plus célèbre que la tragédie brune, du moins à l'époque, qui a rencontré un vif succès éditorial, c'était À l'ombre de la croix gammée. La tragédie brune est le second ouvrage majeur, et ça se terminera avec Police politique hitlérienne, qui sera publié juste quelques semaines avant sa mort. Mais avant cela, il avait mené des investigations essentiellement en URSS. Et c'est en URSS qu'il va connaître un peu ses lettres de noblesse. Il va remporter un prix littéraire, qui est à la fois un prix littéraire et à la fois un prix de journalisme. C'est un prix qui s'appelle le prix Gringoire, qui a été remis par le journal Gringoire. Pour ceux qui connaissent un peu la presse des années 30, c'était un grand journal qui était à très fort tirage dans les années 30. Et il aura le prix Gringoire en 1932 pour une série d'articles qui s'appelait Perceurs de frontières. Alors Perceurs de frontières, c'était une série d'enquêtes journalistiques sur la vie en URSS, et surtout sur la vie en URSS dans des contrées soviétiques dans lesquelles personne n'était réellement allé, c'est-à-dire tout le nord-ouest qui aujourd'hui serait à peu près les marches russes en allant vers la Finlande. Donc il passe plusieurs mois là-bas, il se fait remarquer. Il n'était pas spécifiquement dévolu au journal Gringoire, il travaillait pour d'autres magazines, dont le très célèbre magazine Vue, qui est vraiment le magazine du photoreportage à la fin des années 20, 1930, et après il va basculer sur Gringoire. Donc c'est un peu le père du journalisme d'investigation, et c'est surtout un très fin connaisseur de l'Allemagne, puisque bien qu'il aille essentiellement en URSS dans les années 20, il multiplie les voyages. Il y a des récits qui sont beaucoup moins connus que ceux qui sont affichés, qui étaient affichés en introduction de ce débat. Durant la République de Weimar, là, à la fin 1932, il parcourt les campagnes, chose assez rare déjà pour les voyageurs ou les journalistes. Souvent c'est Munich, Nuremberg, Berlin essentiellement, et lui parcourt les campagnes et il va livrer une série d'articles qui sera en fait une enquête journalistique qui s'appelle Aigle de Prusse. Alors si vous avez l'occasion de lire ça, c'est extrêmement intéressant parce que dès 1932, il alerte sur les dangers du national-socialisme, et il alerte au début 1932, avant les élections législatives de juillet 32 et de novembre 32, où là les scores s'envolent à plus de 30%. Mais c'est un parti qui, alors avec beaucoup de guillemets, ne fait encore que 18% au début 1932. Donc c'est quelqu'un qui effectivement est assez visionnaire sur la future tragédie brune. Donc voilà, le père du photo-reportage et du journalisme d'investigation. Et c'est un authentique germanophile aussi. J'ai lu je crois qu'il a fait un bac avec l'allemand. Il fait partie de cette élite française qui, dans les années 20, a beaucoup œuvré pour le rapprochement franco-allemand. Donc c'est quelqu'un qui n'avait a priori pas de...
n'y a pas d'aversion primaire contre l'Allemagne, il n'y a pas d'antigermanisme primaire. Et en plus, c'est quelqu'un qui est... Voilà, c'est la noblesse française, France du Nord. C'est pas un homme de gauche. Et effectivement, vous avez parlé du journal Gringoire, grand journal très important. On en a parlé tout à l'heure, qui a viré tard vers une droite musclée, mais qui a commencé avec une droite, se positionnant plutôt vers une droite, dans une droite libérale, bourgeoise. Tout ça pour dire que Xavier de Hautecloque n'était pas un anti-nazi au départ. Quelqu'un qui l'a découvert sans doute en découvrant le pays. Oui, tout à fait. Ça diffère d'autres journalistes qui comme Hautecloque, alors point très important dans la vie de Hautecloque, avant de parler des publications de la tragédie brune, c'est un soldat de la Première Guerre mondiale. Hautecloque, il s'engage. Engagé volontaire. Engagé volontaire, tout à fait. Il s'engage. Il va perdre son père, il va perdre son frère. Et malgré ça, il n'y a pas de ressentiment anti-allemand. Effectivement, il n'y a pas d'antigermanisme primaire du tout dans les années 20. Alors de là à dire qu'il participe au pacifisme intégral, il y a un pas. Mais en tout cas, contrairement à certains journalistes qui sont issus de cette génération du feu de 14-18 et qui vont développer ce ressentiment anti-allemand, c'est pas le cas chez Hautecloque. Sur sa carrière au sein du journal Gringoire. Et voilà, Gringoire, nous, on le connaît aujourd'hui comme le journal de la droite dure avec des dérives, avec des articles qui ont été des articles antisémites, mais à la fin des années 30. La bascule n'est pas opérée au moment où Xavier de Hautecloque publie dans Gringoire les journaux antisémites qui vraiment ont pignon sur rue dans les années 30. Ça sera l'hebdomadaire Je suis partout de Gaxot et Brasillac, et puis après on aura le journal L'Œuvre. Voilà, on n'est pas dans ce niveau-là au tournant 33-34 dans Gringoire. D'ailleurs, Hautecloque est un des premiers à parler de l'antisémitisme comme étant, je crois qu'il cite le point névralgique de la doctrine hitlérienne. Il écrit ça en 33. C'est quelque chose que l'on ne va pratiquement jamais retrouver dans les écrits français. On va le retrouver parmi les journalistes britanniques. Cet antisémitisme comme épine dorsale de la Weltanschauung, la vision du monde nazi. Mais pour les journalistes français de l'époque, l'épine dorsale, c'est pas l'antisémitisme, c'est le fait d'avoir des discours anti-français, c'est l'anticommunisme. C'est la politique, les discours belliqueux d'Hitler, c'est les autres thématiques que l'on peut trouver dans Mein Kampf, mais c'est pas l'antisémitisme. Et Hautecloque va cibler ça dès 1933. Donc c'est vrai que c'est un profil particulier, et il faut pas perdre de vue ça. C'est un ancien soldat de la Première Guerre mondiale qui a perdu des membres de sa famille. Alors, qu'est-ce qu'il voit quand il vient en France? En tout, il a fait 5 voyages quand il vient en Allemagne. Il a fait 5 voyages en tout, j'ai lu quelque part. Il a fait 5 voyages entre l'hiver 32-33 et son empoisonnement au printemps 35. Ouais. Et le voyage qui est le sujet du livre, c'est le 4e. 3e ou 4e, oui. En tout cas, ça n'est pas le dernier, parce que le dernier donnera naissance à son ouvrage Police politique hitlérienne. Donc oui, on est sur... Alors en fait, la tragédie brune, c'est même plusieurs voyages. La bande dessinée, je crois, commence en 1933, et puis après, on va jusqu'à sa mort, mais en fait, on n'a que le voyage de 33 qui se déroule entre Berlin, principalement, et Munich. Effectivement, la première image, c'est Paris, octobre 1933. Il frappe à la porte de Gringoire. Le rédacteur en chef lui dit écoute, tu devrais peut-être retourner en Allemagne. Et ensuite, ce voyage va se faire en novembre 33, publication ensuite en 34. Alors, qu'est-ce qu'il voit? Effectivement, il y arrive au début de ces 12 années. Alors, on a une adaptation qui est extrêmement fidèle au texte originel de la tragédie brune. Et l'avantage de ce texte, c'est qu'on a un texte qui est extrêmement descriptif. Et Xavier de Hautecloque, en fait, a à disposition
à peu près les mêmes moyens. Alors ça sera plus compliqué à la fin de ses voyages, mais il a à disposition en 1933 à peu près les mêmes moyens que les autres journalistes. Bien qu'il soit un peu plus vigoureux dans la dénonciation, il peut voir les mêmes choses. Et effectivement, il va suivre le parcours classique, c'est-à-dire la porte d'entrée de l'Allemagne, ça va être Berlin. Il va aller à Berlin et c'est très très bien représenté dans la bande dessinée parce que ça arrive très tôt et c'est une focale vraiment de la part de tous les visiteurs de l'Allemagne. Une des premières choses qui les intéresse, avant même d'aborder le nazisme en tant qu'objet d'études politiques, c'est d'essayer de savoir ce qu'il reste de la République de Weimar et de savoir si le cosmopolitisme, l'engouement culturel qu'il y avait à Weimar et cette mixité sociale qu'on pouvait trouver est toujours présente à Berlin. Et ça se voit dans les premières pages de la bande dessinée. Il y a Haute-Cloque qui déambule dans Berlin et qui se dit mais où sont passées toutes les terrasses de café, les terrasses de bar, où sont les prostituées qu'on pouvait voir sur les trottoirs berlinois, où est passée cette vie-là qui était le bouillonnement de Weimar. Et ça c'est vraiment symptomatique de l'année 1933-1934 où avant même de se focaliser sur le nazisme, on va se focaliser sur la mort progressive de Weimar. Et alors Haute-Cloque ne fera pas ce voyage-là, mais il y a des journalistes qui, ne trouvant pas la survivance de Weimar dans la Berlin des années 33-34, vont se déplacer vers d'autres villes où les nazis sont soit un peu moins présents, soit n'ont pas réussi encore à contrôler tous les quartiers un peu bouillonnants. Je pense au quartier de St. Pauli à Hambourg, je pense à une ville comme Düsseldorf, voilà, où on va pouvoir encore trouver une République de Weimar qui se meurt. Et ça, c'est même très bien mis en avant dans les premières pages de la bande dessinée, parce que c'est ça le premier contact des journalistes en 1933, avant même de se focaliser sur le nazisme. Effectivement, cette scène dans le café français de Berlin, où il dit j'avais l'habitude d'y aller pour lire le journal français. Il utilise le terme que vous venez d'utiliser, cosmopolite. C'est le Berlin cosmopolite que tout le monde aimait dans les années 20, qui faisait un peu rêver. Et effectivement, elle ne le retrouve pas. Il y a une scène assez amusante. Amusante façon de parler. Il y a deux jeunes filles avec de lourdes tresses blondes qui rentrent et qui s'offusquent de la présence d'un Français. D'abord de deux voisines de l'auteur qui sont juives. Voilà. Et ensuite, quelqu'un qui lit un journal français. Donc, d'abord, c'est des Saujuden, et ensuite, ce sont des Saufranzose. Et tout ça dans ce café qu'il a tant aimé et qui représentait ce Berlin de la République de Weimar. Et le café est un lieu incontournable pour les journalistes, même pour les voyageurs de l'Allemagne des années 33-39, puisque c'est un lieu qui va changer de fonction. C'était effectivement, comme vous l'avez très bien dit, le lieu de retrouvailles à l'époque de Weimar. Et une fois que progressivement la République de Weimar se délite, ça va non plus être le lieu de retrouvailles, mais ça va être un lieu de refuge pour la communauté étrangère à Berlin. Et alors il y a c'est pas Haute-Cloque qui a ce terme, mais c'est un journaliste américain qui s'appelle John Louis Spivak, qui a écrit un ouvrage qui s'appelle Europe Under the Terror, et il parle des underground speak, c'est-à-dire les discours souterrains. C'est-à-dire c'est là-bas où on va pouvoir trouver refuge et trouver quelques informations que l'on n'aura pas ailleurs, puisque l'opposition sera muselée, sera cadenassée. On y reviendra sur la vision de l'opposition par Haute-Cloque. Mais ce café va devenir refuge. Et ça va être une constante jusqu'aux années 1938-1939, où après les patrons de café diront aux journalistes, faites attention, même dans les cafés, les murs ont des oreilles. Et c'est là-dessus que Haute-Cloque et d'autres vont assez bien sentir la chose. C'est-à-dire, pour avoir des informations, il faut non plus passer par les hauts dignitaires du régime, mais il faut aller voir l'Allemand ordinaire, l'homme de la rue qui est dans le café et qui éventuellement pourra donner quelques informations.
Quand je pense au café, je pense tout de suite toujours à une phrase de Balzac qui disait le café c'est le parlement d'une nation, c'est le parlement de la rue, et c'est tout à fait vrai en Allemagne. C'est un des seuls endroits où on a des poches de résistance encore au national-socialisme, et ça permet aussi de voir que ce que les historiens et surtout les professeurs de sciences politiques, qui est un concept qu'ils manient, qui est le totalitarisme. Le totalitarisme est un concept qui est inopérant à partir du moment où on a ces poches de résistance qui perdurent dans le café. Le régime ne peut pas tout museler, ne peut pas museler l'intégralité des cafés berlinois, l'intégralité des cafés allemands. Et effectivement, c'est assez bien vu de la part des auteurs, parce que très rapidement, le café devient, on le voit, c'était le lieu de retrouvailles, il n'y a plus les retrouvailles, ça devient un refuge pour Hot Clock. Et il y a un autre refuge où il avait ses habitudes, c'est une espèce de bar à prostituées qui est vide, et il tombe sur l'ancien violiniste, je crois, qui lui dit en confidence, voilà, effectivement, c'est la crise, il n'y a plus personne qui vient ni boire un bière, ni chercher de la compagnie, et en plus, c'est la police. Et donc, à ce moment-là, il apprend aussi ce qu'on ne montre pas. C'est-à-dire où est-ce qu'ils ont disparu en fait ces personnes. Alors justement ces soirées où la bière coulait à flot, en réalité elles existent toujours. Elles existent toujours parce qu'elles ont été récupérées par justement l'appareil d'État nazi pour contrer les lieux de retrouvailles classiques du café style weimarien. Les sections locales dans les différents quartiers de Berlin, mais même ailleurs en Allemagne, organisaient des Bierabend, les soirées à la bière. Et c'était l'occasion en fait de boire un coup et d'écouter les chemises brunes déblatérer des horreurs issues du discours programmatique d'Adolf Hitler. Donc elles existent toujours ces soirées, mais elles sont verrouillées par les nazis. Et effectivement, ça peut être l'occasion, le café, d'apprendre où va l'opposition. Alors l'opposition, c'est essentiellement le KPD, le Parti communiste, où vont les communistes. Les communistes sont cités dans l'ouvrage, et c'est l'occasion pour Hot Clock. Alors, moi, c'est là-dessus où j'ai tiqué un peu dans la BD, d'apprendre l'existence de l'univers concentrationnaire, des camps de concentration. La chronologie, elle est très précise sur les camps de concentration. Le Dachau ouvre le 21 mars 1933, et il faut faire attention, en 1933, ce ne sont pas du tout des lieux qui sont fermés au public. Et l'avantage de la bande dessinée sur la partie sur le camp de concentration, c'est assez bien montré, ce n'est pas un lieu voué et destiné à tuer. C'est un lieu de rééducation. On doit être rééduqué. La fameuse sentence « le travail rend libre », c'est par le travail qu'on va retrouver une liberté totale de l'individu et qu'on va pouvoir sortir en tant que personne formatée à l'idéologie nazie. Sauf qu'en 1933-34, il n'y a pas besoin de se cacher pour aller visiter les camps de concentration. Il va y avoir un durcissement à partir de 1934, mais je vous ai dit, Dachau ouvre le 21 mars 1933, et dès le 7 avril 1933, vous avez le bras droit de Goebbels pour la question concentrationnaire, qui s'appelle Hermann Esser. Hermann Esser va tenir un discours devant un parterre de journalistes étrangers, en leur disant « Venez à Dachau, on va vous montrer Dachau ». Alors, bien évidemment que c'est une parodie de visite, ça se transforme en camp Potemkin. C'est exactement sur le modèle de ce que vous avez pu lire ou voir pour la Seconde Guerre mondiale avec Theresienstadt, le ghetto modèle. C'est pareil, on a des camps modèles qui se créent en Allemagne, et si Hot Clock veut le voir, il peut le voir. Alors, Hot Clock, ça ne l'intéresse pas, ça. Il le dit, puisque dans la deuxième partie du livre, il se trouve à Munich, et on le voit, il va, je crois que c'est Dachau même, il va à Dachau par les chemins de traverse, par la forêt, parce qu'il sait que dans le même temps, il y a des reportages qui sont commandés par les journaux français. Je pense là justement au journal Vue, un autre journal de photoreportage qui s'appelle le journal Voilà. Ce sont des journaux qui sont propriété de Lucien Vogel. Ça doit vous dire quelque chose. Ça sera vraiment l'artisan du photoreportage dans les années 30.
Et il va passer commande pour que ces journalistes aillent visiter Dachau ou Oranienburg dans futur Sachsenhausen, dans la banlieue berlinoise. Et Hot Clock veut essayer de savoir ce qu'il se passe là-bas sans passer par ces parodies de visites. Mais voilà, visiter un camp de concentration, c'est possible. Alors malheureusement, ça n'apparaît pas dans la bande dessinée, probablement pour des raisons scénaristiques, on pouvait pas tout évoquer, mais il y avait possibilité de demander des autorisations, évidemment en étant accompagné, évidemment en voyant certains détenus choisis, en voyant une infirmerie parfaitement faite à neuf, et ça permettait d'avoir un semblant de vue et d'opinion sur ce qu'était devenu l'opposition. Là, je vois une page, il s'agit non pas de Dachau, mais de Euberg. Ouais, Ah oui. de Balingen. Effectivement, il y a une vignette qui est dit, alors le Hot Clock arrive à la gare et le porteur de valise demande, vous voulez voir le camp de concentration, je suppose? Et Hot Clock répond, est-ce une attraction touristique? Et le porteur répond, c'est tout comme, monsieur, c'est tout comme. Mais attention, l'accès au camp est interdit, sauf aux locataires. Donc effectivement, tout le monde est au courant et pour la presse, certainement, ça se visite. Ça se visite. Je parlais de Sachsenhausen, le camp de la banlieue berlinoise. En 1935, il y a une délégation de 500 journalistes japonais qui circulent dans le camp. On est en 1935. Alors il y a eu un durcissement des conditions de visite à partir de 1934 parce que Goebbels va nommer, voyant que les camps se visitaient beaucoup trop et que certains prisonniers avaient tendance à parler beaucoup trop, il va y avoir une reprise en main par un homme qui va faire un parcours fulgurant au sein de la SS, qui est Theodor Eicke, et qui sera commandant en chef de tout l'univers concentrationnaire des années 30, qui fait partie de la SS, ce qu'on appelle les SS têtes de mort. Et c'est lui qui va reprendre en main ces circuits touristiques, là encore avec des guillemets. Il n'empêche qu'on continue à visiter et on a des délégations impressionnantes qui viennent de l'intégralité de la planète. Donc effectivement, ça fait un peu organisation touristique, excursion. Voilà, les camps sont connus. Il ne faut absolument pas associer ça au centre de mise à mort de la solution finale de la question juive. Là, on n'est pas dans le culte du secret. On est dans une perspective de rééducation. Donc ça devient un outil. C'est un outil de rééducation pour la population. Et à ce titre, ça ne doit pas être perçu comme quelque chose de négatif. Et c'est toute la subtilité des voyages de Hot Clock, d'essayer de montrer que lui ne doit pas se faire avoir parce que l'on veut bien lui montrer. Et ça sera la complexité pour trouver des informations. Et là encore, c'est bien démontré dans la bande dessinée. Plus la bande dessinée avance, évidemment la chronologie avance, et évidemment les informations sont de plus en plus difficiles à obtenir. Et Hot Clock ne comprend pas pourquoi c'est de plus en plus difficile à obtenir. On avait dit que il commence son travail d'enquête journalistique en allant dans les cafés, dans les bars, en parlant avec les gens de la rue. De ses voyages précédents, il a gardé un certain nombre de contacts. Des sources qui, tout d'un coup, sont devenues beaucoup moins prolixes. Donc il cherche à les revoir, à avoir des explications, mais en réalité, il se heurte donc à soit au silence, soit un retournement de veste assez surprenant, surtout très rapide. Alors, c'est dû là encore à la chronologie et à la personnalité de Hot Clock. Entre voyager début 1933 et voyager jusqu'au printemps 1935, il y a une évolution même dans le traitement qui est réservé aux journalistes. Quelque chose de tout à fait basique au niveau de la logistique. En 1933, être journaliste et aller en Allemagne, il suffit d'avoir un visa comme n'importe quel autre voyageur et on peut rentrer tranquillement en Allemagne et faire ses enquêtes. Janvier 1934, Goebbels exige qu'il y ait une carte d'identité spécifique, une carte de journaliste qui soit attribuée. C'est le début en fait des accréditations, mais des accréditations pour rentrer en Allemagne, pas pour spécifiquement aller sur un lieu précis. Le journaliste doit être accrédité pour passer la frontière. Ça va être la fouille systématique des bagages aussi. Et en fonction de ce que l'on va trouver dedans,
Si par exemple on a des listings dans les archives de journaux qui sont considérés comme interdits en Allemagne. On a un quotidien français qui s'appelle l'Intransigeant, qui sera interdit. Côté britannique, ce sera le Manchester Guardian, qui va tenir un discours extrêmement philosémite. Donc bien évidemment, ça sera extrêmement mal vu pour le régime nazi. Donc on a un durcissement des conditions d'entrée, des conditions d'accès. Et puis ça tient aussi aux personnalités, aux contacts que Haute Cloque ou d'autres avaient jusque-là. On a des contacts qui, avec l'avènement du nazisme au pouvoir, vont choisir de faire carrière. C'est le cas je crois que c'est un professeur, et c'est le cas de certains contacts qui étaient monsieur et madame tout le monde jusqu'en 1933, et toute la série de lois de la mise au pas qui ont lieu au printemps 1933, notamment l'épuration de l'université, l'épuration de l'enseignement, et on va interdire aux juifs de pratiquer telle ou telle profession. Ça va permettre d'être un accélérateur de carrière pour certaines personnes qui de fait vont aller se presser de s'encarter au parti pour pouvoir avoir un poste. Donc, de fait, les contacts vont petit à petit disparaître, parce que être au parti et commencer à faire carrière, ça devient très vite incompatible d'être celui qui est à l'origine de la source d'information. Donc là, on va avoir un délitement qui se crée. Et puis, il y a une autre chose qui est à pas perdre de vue, là, qui est spécifique au cas de Xavier de Haute Cloque. C'est quelqu'un sur lequel les services de propagande nazie ont toujours eu des doutes du fait de son implication dans la Première Guerre mondiale. Des doutes ont subsisté sur son implication éventuellement dans les services secrets militaires français. Et c'est une réalité. Haute Cloque avait des contacts avec une section des services secrets militaires qui s'appelle la deuxième section ou le deuxième bureau. On trouve ça dans les archives. Et effectivement, on n'a jamais vraiment su si les enquêtes de Haute Cloque, c'était du journalisme d'investigation, ou si ça pouvait servir éventuellement de point d'entrée pour les renseignements militaires. Donc là-dessus, il y a toujours eu un doute. C'est ce qui poussera de toute façon, c'est ce qui va conduire à sa mort. Au-delà de la dénonciation extrêmement forte qu'il peut faire du régime nazi, c'est le cas de beaucoup d'autres journalistes qui ne connaîtront pas le même sort. Quand on se méfie d'un journaliste, on l'arrête. Éventuellement, on le torture, mais le plus souvent, on l'expulse. On ne l'assassine pas. Et Haute Cloque sera assassiné. Donc, il y a un traitement très particulier réservé à Haute Cloque. Et ça participe aussi de ce délitement du contact. L'Allemand de la rue, il va pas se méfier de Haute Cloque. Des contacts un peu plus poussés, ils vont commencer à se méfier de Xavier de Haute Cloque. Et d'ailleurs, il aura des mises en garde. On avait parlé de la première planche, je crois, de la bande dessinée, quand il arrive chez le responsable, chez le patron de la publication. C'est quelqu'un qui s'appelle Carbusia, le patron de Gringoire. Carbusia va écrire plusieurs fois à Haute Cloque pendant qu'il est en Allemagne en 33, 34, 35, en lui disant méfie-toi de tes contacts. C'est quelque chose que l'on ne retrouve pas avec d'autres journalistes qui ont l'entière liberté à partir du moment où le patron de presse a accepté que l'enquête se fasse. Donc voilà, il y a une particularité vraiment du contact journalistique entre Haute Cloque et l'Allemagne. Et une des personnes à qui il rend visite lui explique d'ailleurs aussi pourquoi les portes se ferment, parce que peut-être aussi contrairement à d'autres journalistes qui voyagent en Allemagne, lui, il a déjà un passé. Et il explique dans le texte, je ne sais pas si c'est dans la BD, mais dans le récit qu'il livre, effectivement, son crime, le crime qui fait que les portes se ferment, c'est qu'il ne croyait pas, au point que cela semble avoir été souhaité par le régime, au caractère pacifiste et au caractère humanitaire du Troisième Reich. Il ne l'a pas tu, il l'a dit dans ses écrits, et apparemment, ça a eu des conséquences pour certains de ses interlocuteurs. Oui. Là encore, la chronologie est frappante. 33, 34, la vision qu'ont les Français de l'Allemagne, il faut bien comprendre qu'en France, on découvre le nazisme. Le nazisme existe depuis février 1920 en tant que mouvement politique et va se structurer pendant l'été 1920 vraiment en tant que parti. Mais les Français ignorent tout du nazisme. Et ce qui préoccupe la plupart des Français en 33-34, c'est le discours anti-français
d'Hitler et du nazisme en règle générale. Et la stratégie du régime nazi vis-à-vis de l'étranger est justement de montrer, par exemple, que Mein Kampf, c'est un écrit de jeunesse, que ce qui est dit dans Mein Kampf, de toute façon, ne se réalisera pas, et que Hitler est dans une politique de l'appeasement, de la pacification en 1933-1934. Et Haute-Cloque est un des rares à dire non, tout ça ne doit pas être mis sous le boisseau. Ce que dit Hitler dans Mein Kampf, moi je le vois clairement en Allemagne, et ce n'est pas juste un discours qui a été écrit il y a pratiquement 10 ans, au moment de l'année 33-34. Donc ça va effectivement lui jouer des tours. Et la particularité, c'est que Haute-Cloque a continué à pouvoir circuler librement en Allemagne, alors que les autres journalistes qui, comme lui, avaient l'expérience du terrain déjà depuis Weimar, reçoivent des lettres d'expulsion dès le printemps 1933. En France, le journaliste qui est vraiment le très fin connaisseur de l'Allemagne, c'est pas Haute-Cloque, c'est un journaliste qui travaille pour Le Petit Parisien qui s'appelle Camille Loutre. Et Camille Loutre reçoit son avis d'expulsion en avril 1933 et il ne pourra plus rester en Allemagne parce que c'est de la même trempe que Haute-Cloque. Camille Loutre, c'est quelqu'un qui sait très bien que ce qui est dans Mein Kampf et de tout ce qui a été dit dans les discours électoraux jusqu'en 1933, c'est quelque chose qui ne peut qu'évoluer négativement. Et on retrouve exactement la même chose pour d'autres pays. Le journaliste qui est implanté depuis le plus longtemps en Allemagne, c'est un Danois. Il s'appelle Thorvald Stenthal. Il écrit pour une revue de droite libérale. Et c'est comme Camille Loutre, c'est un des premiers à être expulsé, parce que lui n'a eu de cesse que de dire tout ce que j'ai vu pendant les années 20 du nazisme, c'est en train de se répercuter en 33-34. Donc effectivement, les portes vont se fermer progressivement et on a un homme avec la tragédie brune, là où son récit précédent, À l'ombre de la croix gammée, qui est contre l'air du temps. En 33-34, dans les articles de presse français, on dépeint un Hitler qui veut l'appeasement. Et Haute-Cloque, de toute façon, n'aura jamais accès aux hauts dignitaires du Reich, alors que Hitler se livrera à des journalistes comme Fernand de Brinon, à des députés, le député Monnier notamment. Il fera des interviews où justement il va en profiter pour embrumer tout le monde en disant « Je suis l'homme de la paix, je suis l'artisan, le vrai artisan du rapprochement franco-allemand, c'est pas Briand, c'est pas Stresemann, c'est Adolf Hitler ». Et Haute-Cloque n'aura de cesse de dénoncer ça. Donc il a toujours été à contre-courant, mais à contre-courant visionnaire. Alors il ne faut pas en faire non plus le seul, il y en a eu d'autres qui ont pu rester en Allemagne. Un homme qui a écrit aussi des tas d'ouvrages comme Haute-Cloque s'appelle Robert d'Harcourt. C'est un intellectuel catholique qui travaille pour le journal La Croix. Et lui, pareil, dès 1933, il dénonce la politique anticléricale, la lutte faite aux églises, et non pas l'antisémitisme en particulier, mais la lutte faite aux églises, et c'est quelqu'un qui dès 1933 aura averti. Donc Haute-Cloque n'est pas le seul. Et pour revenir un instant à la bande dessinée, je ne sais pas ce qu'on a vu une planche de l'entrée quand il entre dans le bureau du directeur de Gringoire pour prendre donc la commande. Ensuite, voilà, ça c'est la scène dans le café là, avec les deux méchantes Gretchen. Et qu'est-ce qu'on a vu d'autre? Oui, ça c'est effectivement le changement d'ambiance dans les cafés. Et ça, c'est effectivement aussi quelque chose qu'il ne voit pas, mais qu'on lui raconte. Ce sont les arrestations arbitraires, en l'occurrence deux juifs qui étaient dans un immeuble. En tout cas, c'est ce que j'ai retenu de l'histoire de la BD, à qui on a glissé sous la porte un tract communiste. Et ensuite, alors, on ne sait pas d'où il venait, sous ce prétexte-là, sur dénonciation d'un monsieur médecin qui habite dans l'immeuble et qui était un farouche nazi, ils sont arrêtés, donc retenus pendant plusieurs mois donc dans le camp, dans les conditions que vous voyez, et puis relâchés sans autre forme de procès.
Alors là encore, c'est intéressant parce que donc cette image sur l'arrestation des Juifs, effectivement, les journalistes ou les visiteurs n'ont pas accès directement, quand ils sont dans les camps de concentration, qui vont faire ces fameuses visites dans les camps de concentration, ils n'ont pas directement accès aux détenus, ils peuvent pas choisir les détenus qu'ils vont interroger. Donc très souvent, les sévices corporels, la torture physique, la torture mentale, ce sont des choses qui sont racontées par les détenus qui ont pu sortir des camps une fois leur peine purgée, ou des personnes qui ont vu des arrestations. Alors très souvent, ce qu'on retrouve dans les archives, c'est pas la description des conditions de vie dans les camps, c'est plutôt la phase préliminaire, c'est-à-dire l'arrestation et la mise au cachot dans les cellules de la Gestapo. Et là, on a des descriptions extrêmement précises qui sont données par les personnes qui les ont subies, et le journaliste va être le point de relais, en fait. Le point de relais, il va pouvoir raconter pour après diffuser dans les journaux. Et il y a autre chose que Hot Clock, autre chose auquel Hot Clock n'a jamais été confronté parce qu'il n'a pas subi cette arrestation, il n'a pas été mis en prison. On a des journalistes, par contre, qui ont été arrêtés, qui ont été emprisonnés et torturés. Je pense à un homme qui s'appelle Norman Abbott, qui est un Anglais, et pour toute une série de reportages, un autre aussi, Pembroke Stephens, les deux sont anglais, pour toute une série de reportages qui mettaient en avant l'antisémitisme, ont été arrêtés et emprisonnés dans les cellules de la Gestapo. Et dans les cellules, des cellules prévues pour 20, ils sont une cinquantaine, ils ont pu être aux côtés de juifs, de communistes, parfois de criminels de droit commun, et ils ont pu voir les sévices. Donc même si on a des infos qui peuvent être rapportées ou des personnes qui n'ont pas vu directement, on a quand même dans les sources à disposition des personnes qui ont subi et qui ont raconté leur propre traitement. Et après, ça devient objet journalistique. C'est-à-dire ce qui devait être une commande, un article pour la chose vue en Allemagne, qu'est-ce qu'est cette impression d'Allemagne de la montée du nazisme et de l'arrivée du nazisme au pouvoir, le reportage se transforme en ma torture dans les cellules de la Gestapo. Alors c'est très fréquent dans les journaux britanniques, un peu moins dans les journaux français parce que tout simplement très peu de Français ont été arrêtés. La plupart du temps, ils sont expulsés, mais ils ne sont pas jetés en prison. Et ils ne sont pas torturés. Mais on a des scènes comme ça qui sont visibles dans les archives. Et ça me permet de faire aussi un point sur les procédures d'expulsion. C'est là encore la propagande nazie va s'adapter à cette question, qu'est-ce que l'on fait et comment on expulse, parce que expulser un journaliste c'est visible. Et ça donne l'image, de toute façon, ça renforce l'image du caractère autoritaire du régime. Et il y aura une décision, une loi de mars 1937 qui sera prise par Goebbels. Goebbels va interdire aux journalistes qui restent sur le sol allemand de couvrir les expulsions de leurs confrères. C'est-à-dire jusque-là, on avait des journalistes qui allaient prendre des photos, qui faisaient des papiers sur voilà, un tel est parti par tel train pour rentrer en France, pour rentrer au Danemark, pour rentrer au Royaume-Uni. Et à partir de mars 1937, toute personne qui va couvrir le départ sera expulsée à son tour. Donc on rajoute un élément de plus dans la terreur et dans le musellement de la pratique journalistique. Donc ça c'est intéressant aussi de voir que l'expulsion devient un objet politique. Devient un objet politique à prendre en compte pour les nazis. Alors ça ne sera pas le cas de Hot Clock. On peut peut-être en dire deux mots là, sur le sort de Hot Clock. Il meurt empoisonné. C'est à ma connaissance le seul cas de journaliste, alors non pas assassiné, on en a d'autres, des journalistes assassinés, notamment à partir de 1938, des journalistes américains, un journaliste qui s'appelle Isadore Jeannette, qui était un journaliste juif américain, qui sera assassiné dans des conditions qui rappellent les membres de la Rose Blanche, parce qu'il sera décapité. Et l'empoisonnement, à ma connaissance, c'est le seul cas. L'empoisonnement serait explicable par justement ce doute dont je vous ai parlé sur est-ce que Hot Clock ne serait pas un agent qui travaillerait pour les services secrets. Donc là encore, quand le sujet devient trop gênant, on saute une étape, on n'est plus dans l'expulsion, on est directement dans l'assassinat. Il y a une autre histoire, d'autres histoires qu'on lui raconte, notamment une
la terreur contre la gauche, les syndicalistes, le SPD. Il est question d'un certain Schmaus qui est tué avec toute sa famille. La maison, par malheur, prend feu et donc il n'y a pas de trace. La version officielle, c'est que c'est un suicide collectif. Je ne sais pas si on a une image de cette histoire-là, mais ça fait partie effectivement des récits que Haute Cloque ensuite... C'est à mon sens la partie la plus intéressante de la bande dessinée, cet épisode, parce que ça vient trancher, là encore une fois, avec le discours qui a été véhiculé par la propagande nazie et qui a été repris benoîtement par la plupart des journalistes. Dès 1933, l'image que veut donner le régime nazi, ils insistent sur deux choses. C'est que le régime nazi, c'est un régime qui a un caractère révolutionnaire et que cette révolution ne s'est pas faite dans le sang. Contrairement à la Révolution française, contrairement à la Révolution bolchevique, les nazis veulent se présenter comme étant des individus capables d'opérer une révolution sans la moindre goutte de sang versé. Ce qui est faux, historiquement. Et la répression à l'encontre du SPD et du KPD, puisqu'on va avoir une disparition progressive des anciens députés au Reichstag à partir de 1933, des députés SPD et KPD. Il y a un très bon livre là d'un historien français qui s'appelle Nicolas Patin à ce sujet, sur la trajectoire des députés de Weimar, qui s'appelle La catastrophe allemande. C'est vraiment extrêmement pertinent. Et cet épisode-là a réellement existé, hein, c'est décrit dans la tragédie brune version texte de Haute Cloque, c'est bien repris dans la bande dessinée. Ça fait suite à une série de massacres, dont le plus connu est le massacre de Köpenick, le Köpenick qui est un quartier, un des quartiers rouges de Berlin. Et ce massacre de Köpenick, effectivement, c'est exactement les mêmes pratiques qu'on pouvait trouver en janvier 19 pendant la semaine sanglante, hein, quand on va assassiner des personnes, on va jeter les corps dans les cadavres dans les ruisseaux, dans les canaux, et on va les laisser en décomposition. C'est ce qui se passe avec les membres du SPD et les membres du KPD. Tous ne vont pas finir dans les camps de concentration. Alors évidemment qu'on a certaines figures, je crois que c'est pas dit dans la bande dessinée, et pourtant Haute Cloque en dit deux mots, la figure de Thälmann, le chef du KPD, hein, Thälmann qui ne subira pas les assassinats, mais qui sera très rapidement arrêté dès 1933 et qui sera envoyé en camp de concentration. Donc certaines figures ne vont pas subir les assassinats type les leaders Thälmann, mais des personnalités à haute responsabilité vont être assassinés. Ce qui permet à Haute Cloque de pouvoir dire ouvertement dès 1933, le régime nazi opère la mue politique de l'Allemagne dans le sang, alors que les discours vont être vous les Français, vous avez fait votre révolution, nous on fait notre révolution sans guillotine. Vous avez Himmler qui va dire ça à des journalistes français, hein, des journalistes français qui vont aller visiter les camps de concentration. On va leur faire remarquer que là, peut-être, les conditions de détention sont un peu dures. Systématiquement, le discours va s'inverser et Himmler va dire « Oui, mais vous, qu'est-ce que vous avez fait pendant votre révolution? Vous aviez la guillotine, nous, on ne l'a pas. » Et Haute Cloque, par le biais de les récits de ces massacres, va être un des rares à dire « Si, dès 1933, il y a des massacres opérés par les nazis. » L'image des nazis qu'on avait en France, c'était les récits de Simone Weil, la philosophe, hein, Simone Weil qui allait en Allemagne pendant l'été 32, l'automne 32, et on voyait les membres de l'ASA, les chemises brunes, aller cogner les communistes dans la rue. C'était ça la violence nazie. Pour la plupart des Français, c'était des bagarres de rue. C'était des bagarres de rue qui pouvaient dégénérer en quasi-guerre civile, mais ça s'arrêtait là, ça n'allait pas jusqu'au massacre. Et Haute Cloque va utiliser la critique de l'opposition SPD-KPD en disant « Si, il y a bien des massacres ». Est-ce que Haute Cloque était... Donc là, on vient de dire à quel point il était finalement peut-être moins aveugle ou plus clairvoyant que beaucoup d'autres confrères ou autres voyageurs. Est-ce qu'il n'avait pas aussi un peu ses œillères? Je retombe sur la citation tout au début, quand il dit «
Excès mis à part, l'Allemagne hitlérienne d'avril, mai, juin 1933 nous offrait pourtant des exemples bons à suivre. Si nous l'avions fait alors, si nous avions commencé ce travail de rénovation, donc c'est justement cette nationale révolution dont vous parlez, cette rénovation, une France matériellement et moralement robuste ne risquerait rien aujourd'hui à rencontrer en tête-à-tête sa terrible voisine. Donc, l'idée d'une rénovation après la Première Guerre mondiale était présente dans les deux pays et l'idée, comme vous l'avez dit, si j'ai bien compris, était qu'en France, on avait peut-être quelques bonnes idées à prendre en Allemagne. Est-ce que ce n'est pas preuve aussi de faire justement d'aveuglement ? Alors, je ne sais pas si on peut parler d'aveuglement dans le cas de Hot Clock. En tout cas, on a chez Hot Clock, comme chez beaucoup de journalistes ou de voyageurs, on a un phénomène qui est systématique. Dès que l'on est dans la répulsion, il y a forcément un moment donné où dans le discours, il va y avoir aussi une part d'admiration. C'est-à-dire ce qui va vraiment être, qui va paraître comme obscène, va aussi parfois pouvoir se renverser comme étant quelque chose qui peut être souhaitable. Je m'explique. La référence qui est mise en exergue au début du texte originel de la tragédie brune, il y a un réel intérêt pour la novation et pour la modernité politique. Et en ça, les Français sont admiratifs. Faut pas oublier que l'Allemagne de 1933, c'est une Allemagne qui est issue de l'Allemagne de 1919, de Versailles. Hitler n'aura de cesse de le répéter. C'est une Allemagne à qui on a brisé les reins avec le traité de Versailles. Et la capacité qu'a eu l'Allemagne à se relever rapidement de cela, ça participe aussi de l'effet inverse. C'est ce que dans mon livre j'appelle l'effet de miroir. On va observer l'Allemagne au miroir de sa propre condition nationale, à savoir le rejet de la démocratie libérale, le rejet du parlementarisme qu'on juge comme déliquescent. On a une forme de régime politique qu'on considère comme étant vieilli en France. C'est-à-dire le système parlementaire n'est pas forcément le meilleur système possible. Et en ça, cette idée de modernité politique, sur laquelle Hitler va énormément insister, comme étant, alors parfois il utilisera des discours où au contraire il se posera comme étant l'anti-lumière, quelqu'un de conservateur, et puis d'autres fois il va se poser comme étant quelqu'un d'extrêmement rénovateur et moderne. Et les Français vont être admiratifs. Et Hot Clock en fait partie. Et puis il y a aussi une admiration, tout simplement par la modernité technique que l'on peut observer. Il ne faut pas oublier que aller en Allemagne, c'est voyager. Et voyager, c'est se confronter aussi aux différences nationales, aux différences de progrès. Et quand on arrive à Berlin, on voit des choses que l'on ne trouve pas tout simplement dans les aéroports français. L'aéroport du Bourget, c'est un aéroport vieillissant. Quand on arrive à Tempelhof à Berlin, on est absolument subjugué par la beauté de cet aéroport. Et les nazis vont utiliser ça avec leurs associations, l'association Beauté du Travail, qui va faire en sorte de mythifier un peu ces lieux indissociables du voyage. Donc, est-ce que c'est un aveuglement ? Peut-être pas jusqu'à l'aveuglement, en tout cas qu'il y ait une forme d'intérêt et une part aussi d'admiration pour ce qui a été fait et pour la rapidité à laquelle ça a été fait, c'est indéniable. Ça n'enlève rien au caractère dénonciateur du discours, mais effectivement, c'est à prendre en compte. C'est à prendre en compte chez Hot Clock et ça se voit à merveille chez, on va dire, 90% des journalistes qui vont en Allemagne. Ils auront beau dénoncer le régime dans les 3/4 de leur article, le dernier quart sera toujours lié par « Ah oui, mais ils ont réussi à se moderniser, eux ». Donc, je rebondis sur ça. On va quitter un peu Hot Clock et pour parler donc des journalistes en général, vous l'avez déjà fait, leurs conditions d'entrée en Allemagne, effectivement, une nouvelle législation de Goebbels. Leur sortie de l'Allemagne, soit par expulsion, soit, en tout cas, non, en fait, soit par mort violente, c'est plutôt rare. Est-ce qu'il y a eu beaucoup de journalistes qui sont venus en Allemagne? Et comment ils ont été choisis, triés? Est-ce que c'est
des voyages organisés, invités, comme ça s'est fait pour les écrivains, pour les artistes, etc., choisis et invités par le régime? Est-ce que c'est leur rédaction, donc avec quand même un minimum d'indépendance d'esprit, qui ont été envoyés? Comment se faisait ce tourisme, vous utilisez le terme dans le livre, ce tourisme journalistique, avant de parler du tourisme en pays brune, en général? Alors on a tous les cas de figure. C'est-à-dire, on a les invitations. Alors nous, on connaît surtout alors c'était pas dans le cadre de mon étude, parce que je me suis arrêté en 1939, mais quand on parle voyage en Allemagne, on pense systématiquement au voyage d'automne 41, le voyage des écrivains, Drieux-La Rochelle, Brasillac, Marcel Jouhandeau, Abel Bonnard. C'est ça qui revient en tête, parce qu'il y a eu les photographies, il y a eu des tas d'ouvrages, essentiellement d'ouvrages littéraires et non pas historiques sur le sujet. Et on pense forcément à l'invitation, puisque ce voyage résulte d'une invitation de Goebbels pour que les écrivains participent au Salon du Livre de Weimar. Bon, alors l'invitation, ça existe, et contrairement à ce qu'on pourrait imaginer, ce ne sont pas les cas les plus fréquents. Le cas le plus fréquent, c'est le cas de Hot Clock, c'est le cas de la commande. C'est le patron de presse qui va missionner son journaliste ou ses journalistes pour aller faire une tournée en Allemagne et faire ce qu'on appelle de la chose vue ou du billet d'Allemagne ou de l'impression d'Allemagne. C'est vraiment les termes des chroniques de l'époque, comme on peut faire en Italie, on peut faire en URSS, on peut faire aux États-Unis. On va aller rendre compte de ce qui se passe ailleurs. Et la question de l'indépendance, évidemment, se pose. Et là où elle ne se pose pas, c'est quand vous avez des journalistes indépendants, c'est-à-dire qui vont pas travailler à la commande, mais qui vont aller d'eux-mêmes sur leurs fonds propres, sur leurs deniers personnels, qui vont aller en Allemagne et qui après vont vendre leur production. Donc ça existe. Ça existe. Alors après, sur les conditions d'entrée, à partir de 1934, je vous l'ai dit, il y a une carte d'identité spéciale, et plus on va avancer dans le temps, et notamment après les Olympiades de Garmisch-Partenkirchen et de Berlin en 1936, il va être mis en place un système de quotas. C'est en fonction des événements que l'on voudra couvrir, le Reich n'acceptera pas plus de temps de journalistes pour toujours garder la maîtrise de ce qui peut être dit, ce qui peut être vu, ce qui peut être écrit. Alors sur le nombre, c'est très compliqué. Moi, j'ai pas trouvé les statistiques, des statistiques fiables. Les seules statistiques fiables que l'on a, c'est pour les Jeux Olympiques de Berlin. Les Jeux Olympiques de Berlin, on estime qu'il y a 36 000 journalistes à Berlin, ce qui est colossal pour l'époque. Même aujourd'hui, c'est déjà pas mal, mais c'est absolument colossal. Et c'est pour ça que le système de quotas apparaît indispensable aux yeux du Reich, c'est que 36 000 journalistes pendant 15 jours dans une seule ville, c'est extrêmement compliqué à museler. Donc après, ça va être beaucoup plus technique pour obtenir les accréditations. Et la particularité, c'est que l'on peut aller presque partout. C'est-à-dire ce que le parcours que fait Hot Clock, c'est un parcours classique. Berlin, Munich. Je vous l'ai dit, Hot Clock, il a parcouru les campagnes allemandes. C'est possible, c'est tout à fait possible, même jusqu'en 1939, de parcourir la campagne allemande. Ça sera très mal vu de la part du régime, parce que les nazis vont toujours se demander, mais que vient faire un étranger au beau milieu de la campagne allemande? On a des cas, même pour des journalistes qui pouvaient avoir certaines accointances et certains contacts favorables avec le Reich. Je pense à Odette Arnaud, donc une femme qui a fait un voyage en 1937 dans la campagne allemande et qui s'est fait arrêter. Elle travaillait pour Je suis partout. Alors Je suis partout a beau être un journal antisémite, c'est aussi un journal profondément anti-allemand en 1937. Elle travaillait pour Je suis partout, elle s'est fait arrêter. La seule raison, c'est mais que faisiez-vous dans une campagne? Donc on peut quand même se balader à peu près de partout. Il y a des zones qui sont interdites. C'est le nord de l'Allemagne. C'est le littoral du nord de l'Allemagne, tout simplement parce que c'est vraiment un des secteurs clés du réarmement à partir de 1935 et un des lieux stratégiques pour la marine allemande. Donc là, ces zones-là, on ne peut pas y accéder. Certains vont s'y risquer, ils seront arrêtés. Il me semble qu'il y a un journaliste qui s'appelle Villemain, du même nom que le général Villemain, mais aucun lien de parenté, qui profite de la visite de Mussolini en octobre 1937 à Berlin. La raison officielle, sa demande d'accréditation, c'est « je vais couvrir la visite de Mussolini ». Et puis une fois arrivé à Berlin,
il prend la direction du nord et il essaie de gagner les ports militaires du nord et il se fera arrêter. Le voyage permet aussi d'avoir une sorte de diplomatie parallèle. Je parlais de services de renseignement. Il y a une diplomatie parallèle aussi qui s'opère. Les réseaux diplomatiques sont ce qu'ils sont, mais les journalistes peuvent aussi donner des informations. Et puis sur les conditions d'accès, alors oui, il faut quand même que j'en dise 2 mots parce que la chronologie, là encore, est particulière pour le récit de Hot Clock. Hot Clock meurt en 1935. Il faut savoir que les conditions, quand on est français, pour voyager en Allemagne, même si à partir de les cartes d'identité n'arrivent qu'en 1934, ça n'est pas non plus très évident parce qu'il n'y a pas de structure qui organise le voyage. Vous avez une structure, alors qui va devenir une structure importante de la collaboration par la suite, qui s'appelle le Comité France-Allemagne, mais qui est créé en 1936 et qui va favoriser les liens diplomatiques et les circulations entre les 2 pays. Hot Clock n'est pas contemporain de cela. Il va mourir avant. Et on a exactement le même type de procédure qui existe pour les liens entre des exilés allemands du nazisme et des journalistes désireux d'en savoir un petit peu plus, qui est le comité de vigilance des intellectuels antifascistes, et qui se crée fin 35, début 36. Et là encore, ça aurait pu permettre à Hot Clock d'avoir son voyage facilité. C'est pas le cas. Et même l'ambassade, on pense tout de suite à l'ambassade quand on veut voyager à l'étranger, surtout à cette époque-là. C'est une ambassade alors qui fonctionne. C'est l'ambassade. Donc on est au palais Beauvrier en plein centre de Berlin, un très joli palais. Mais il faut pas oublier que pendant toute une partie de la République de Weimar, les réseaux diplomatiques étaient fermés. L'ambassade de France était fermée au début des années 1920. Donc le temps que ça se réactive, alors c'était un autre ambassadeur qui s'appelle Pierre de Margerie qui était en poste. Ça a été long à se remettre en place. Et en 1933-34, les liens diplomatiques fournis par l'ambassade ne permettent pas de pouvoir non plus voyager très sereinement. Après, ça sera beaucoup plus simple d'avoir des contacts avec les services de l'ambassade en 35, 36, 37. Mais c'est à garder en tête quand on lit la BD. On a l'impression dans la BD que Hot Clock voyage facilement. C'est le cas à en croire le récit originel parce que c'est un germanophone, c'est quelqu'un qui est rompu à l'exercice du voyage en Allemagne, il a des contacts, mais c'est quelqu'un qui voyage dans le contexte diplomatique de 1933. Donc il faut toujours garder en tête la chronologie quand on veut connaître les conditions d'accès. Et sur les retours, alors il y a des journalistes expulsés, il y a des journalistes qui arrivent à finir leur mission sans aucun problème. Les retours sont intéressants à étudier dans ce que la propagande nazie a demandé aux journalistes de modifier dans leur texte. Vous avez des journalistes qui écrivent des papiers qui vont devoir le soumettre à validation des autorités. C'est quelqu'un qu'on connaîtra après avec la Seconde Guerre mondiale, qui sera chargé de fournir des certificats d'authenticité du papier journalistique, qui s'appelle Ribbentrop. C'est Ribbentrop qui sera chargé de ça au début des années 30, de relire et de vérifier ce qui a été écrit. Donc ça, c'est intéressant d'essayer. Alors malheureusement, les archives sont extrêmement lacunaires et parcellaires à ce sujet, d'essayer de voir quel pouvait être le texte originel et quel a été le texte livré après à la presse. Donc il y a des journalistes très avertis, vous l'avez dit tout à l'heure, qui se sont expulsés, en fait, à qui on retire l'accréditation ou qu'on fait partir de l'Allemagne dès 1933. Xavier Hot Clock peut continuer, même s'il est très critique, il peut continuer son travail. Il y en a d'autres qui doivent soumettre leurs papiers à la censure. Dans l'ensemble, est-ce que les journalistes ont plutôt été dociles ? Est-ce qu'il y a, malgré ces contraintes, est-ce qu'il y en a eu d'autres qui étaient aussi clairvoyants que Hot Clock ? Vous citez dans le livre, effectivement, une phrase de Hot Clock qui incite à l'humilité, justement, parce que la difficulté du problème allemand est telle que, comme il dit ici, des brillants reporters venus en sleeping des 4 coins du monde sont peut-être pas à même à rendre toute la complexité du phénomène. Oui, c'est très dur de quantifier la proportion entre ceux qui ont été bienveillants, ceux qui ont été les plus virulents, ceux qui ont été aveuglés, ceux qui ont été des dénonciateurs. Tout
dépend de la période. Être dénonciateur en 1938-39, après les accords de Munich, c'est peut-être un peu plus aisé, encore que être dénonciateur en 33, c'est pas la même chose. Donc tout dépend, là encore, des bornes chronologiques que l'on prend. Tout dépend, encore une fois, du papier qui a pu être fait, soumis à la censure ou non. Globalement, c'est une situation d'aveuglement, soyons clairs. Les dénonciateurs de la première heure sont extrêmement peu nombreux. Ça va parfois avoir des conséquences dans l'immédiate après-guerre, après 45. Pensons à quelqu'un comme Jean-Paul Sartre. Sartre est en Allemagne entre 33 et 34. Il est détaché du lycée du Havre, il a une bourse. Il va passer un an, il dira « j'ai passé des vacances d'1 an en Allemagne ». Et il a la SA qui défile sous ses fenêtres. Bon. Et ça va être très compliqué. Après, Sartre, qui va être un des premiers philosophes de l'immédiate après-guerre sur les questions de dénonciation politique, il aura du mal à s'expliquer de ça, en disant mais j'étais effectivement je n'ai pas vu, mais je n'étais pas en Allemagne pour étudier le nazisme. Ça sera son argument principal qui sera relayé par Simone de Beauvoir. Le nazisme n'était pas mon objet d'étude. Bon. Dans le même cas, on a Raymond Aron en Allemagne au même moment, et Aron va dénoncer. Alors il ne dénoncera pas entièrement sur la question antisémite. On a des écrits qui sont extrêmement discutables d'Aron à partir de 1933. Mais en tout cas, on a cette dualité qui peut se faire. Et il n'empêche que Hot Clock, je l'ai dit, n'est pas le seul. Il y a des catholiques qui vont dénoncer, Robert d'Harcourt. Évidemment, on a toute une presse communiste qui peut voyager, ça aussi ça paraît aberrant. On pourrait se dire ça va être les premiers expulsés. Non, les premiers expulsés, on considère que les plus dangereux, ce ne sont pas les journalistes communistes, ce sont les journalistes qui ont déjà une expérience de l'Allemagne, comme je vous l'ai dit, Camille Loutre ou Stenthal le Danois. Donc dans la presse communiste, on va avoir des récits de voyage, des gens qui ont pu voyager. On a même carrément des journalistes, on a une délégation de l'Humanité, du journal L'Humanité, qui va essayer d'aller au camp de concentration où est retenu Thälmann pour essayer d'aller le voir. Bon, ça va échouer. Il faut arriver à Berlin, on va leur confisquer leur visa, on va leur dire vous êtes bien gentils mais vous rentrez chez vous. Mais ils ont quand même pu aller jusqu'à Berlin. Donc il y a des tentatives qui sont faites. Ce qu'il ne faut pas perdre de vue, c'est que ce voyage d'Allemagne, il est encouragé par le Troisième Reich. Bien qu'il y ait une méfiance permanente, les journalistes sont encouragés à aller en Allemagne dès 1933. Hitler va charger un homme du nazisme qui n'est pas du tout le plus connu, mais qui s'appelle Walter Funk. Et Funk, alors ça n'existe pas le ministère du tourisme, mais il y a l'équivalent à une structure qui s'appelle le RDR. Ça sera un peu le ministre du tourisme, Funk. Et Funk va dire, venez en Allemagne pour voir la façon dont nous avons reconstruit l'Allemagne immédiatement après la chute de la République de Weimar. Donc le tourisme est encouragé, les visites de journalistes sont encouragées, et Hitler lui-même aura des propos sur ce tourisme. La parole hitlérienne est assez rare en termes d'interviews. Souvent, il va envoyer les seconds couteaux du nazisme pour répondre aux interviews, mais il va donner quelques interviews, et souvent des interviews qui tournent en rond autour de la question de la pacification. Les journalistes font complètement enfumer, mais il va quand même lâcher quelques mots sur le tourisme en disant il faut que les Français viennent voir. Il faut déjà que les Français viennent voir qui je suis pas la personne que l'on veut faire croire, et il faut que les Français viennent voir ce que nous avons fait de l'Allemagne. Et là aussi, c'est à ne pas perdre de vue. Il faut pas faire de Xavier de Hot Clock un ovni, quelque chose d'exceptionnel, de se déplacer comme il le fait en Allemagne. C'est extrêmement fréquent. Ce qui est effectivement un caractère exceptionnel, c'est la précocité de la dénonciation. C'est le moment peut-être pour élargir encore un peu plus, donc vers tous ces voyageurs qui se promènent en Allemagne. Est-ce que, là vous avez parlé de ce ministre du tourisme qui a été mis en place, un tourisme comme on l'imagine aujourd'hui, c'est-à-dire j'ai envie de voir les châteaux de Bavière, est-ce que ça existe ? Ça existe, et c'est même tout un pan de la propagande nazie. Les nazis vont, alors elle va s'arrêter en 37 cette revue, mais ils vont créer une revue touristique qui sera en langue anglaise, qui s'appelle Germany.
c'est une visite consacrée au tourisme et c'est effectivement, comme vous le dites, venez voir l'Allemagne éternelle, venez voir l'Allemagne de la Bavière, venez voir les châteaux de Bavière, venez voir la forêt noire, venez faire une croisière sur le Rhin et évidemment ça sera encadré, mais il y a une incitation à ce type de tourisme-là. Il faut aussi montrer que tout révolutionnaire soit-il, le nazisme s'inscrit dans une certaine histoire de l'Allemagne. Et c'est l'Allemagne millénaire et la parenthèse désenchantée pour les nazis, ce ne sont pas eux, c'est la République de Weimar. Et là encore, si on veut élargir, c'est 1789. Il faut absolument que les nazis rayent de la frise chronologique la Révolution française. Et pour ça, ça passe aussi par l'inscription dans le temps et dans l'espace. Donc il faut aller visiter l'Allemagne. Et les journaux, puisqu'on revient toujours au sujet journalistique, les journaux ne vont pas s'y tromper, parce que si vous lisez la presse des années 30, alors le journal spécialiste là-dedans, c'est le journal qui s'appelle Le Matin. Vous allez dans les pages des petites annonces et juste en face, vous avez les énormes encarts publicitaires. Et ben, c'est les encarts publicitaires pour la Reichsbahn, pour les services ferroviaires allemands et pour l'équivalent de l'office de tourisme allemand qui a son siège avenue de l'Opéra à Paris. Et on va vous proposer des excursions. Pour 15 jours, vous allez payer 1000, 1500 francs et vous allez faire un circuit. Alors parfois, l'Allemagne est intégrée à des circuits touristiques en Europe centrale et en Europe de l'Est. C'est-à-dire, vous allez par exemple avoir un circuit sur les villes d'Europe centrale. Donc vous allez passer par Munich, vous allez passer par Prague, vous allez passer par Budapest. Et là encore, c'est révélateur de la démocratisation du tourisme et de la démocratisation de cette pratique dans les années 1930. On voyage, on a un rapport à la frontière qui est différent, parce qu'il y a eu les 14 points de Wilson, parce qu'il y a cette idée que voilà, le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. On va visiter, on va passer d'un pays à l'autre, et souvent quand on a justement des reportages journalistiques, alors j'en ai pas parlé parce qu'on est pris aussi par le temps et c'est pas le sujet de Hot Clock. Quand on parle de l'Allemagne dans ces reportages-là, ils sont parfois intégrés à quelque chose que l'on appelle le Grand Tour d'Europe centrale, héritage de la pratique romantique du XVIIIe siècle, de ce Grand Tour des humanités où on allait en Allemagne et en Europe centrale pour l'aspect culturel. Et c'est une pratique qui perdure. On va avoir par exemple le mardi un reportage dans le journal sur la question tchécoslovaque, le mercredi ça sera la Hongrie et on finira ou on commencera avec l'Allemagne, peu importe. Mais voilà, ça sera le grand tour des grandes capitales. Donc oui, il y a un tourisme tel qu'on l'imagine actuellement. Et là encore, la chronologie est saisissante. Je vous ai parlé de cette fameuse agence là, avenue de l'Opéra. On peut commander un voyage en Allemagne jusqu'au 15 septembre 1939. Si vous êtes parisien, vous allez avenue de l'Opéra et le 15 septembre 1939, vous pouvez encore passer une commande pour aller vous balader en Allemagne. Voilà. Alors, on est mi-septembre 1939. C'est une des structures qui fonctionne jusqu'au bout dans cette Europe qui est déjà en guerre. Ça veut dire que effectivement, après le 15 septembre, ce n'est plus possible. Ce n'est plus possible que, sauf si on est donc, comme le fameux voyage d'automne, invité, encadré. Ce type de voyage, donc, comme celui pour Brasillac et La Rochelle, a existé aussi pour les artistes peintres, je crois. Oui, il y a eu des artistes peintres, les sculpteurs. Belmondo, le père Belmondo, est invité en Allemagne. Alors c'est peut-être pas 41, c'est peut-être la fin 1940. J'ai un doute sur la date. Alors il y a encore des possibilités de circuler en Allemagne pour faire des reportages journalistiques. J'ai trouvé un cas. Alors c'est à approfondir parce que pour ma thèse je me suis arrêté à l'année 39, mais j'ai quand même regardé un petit peu ce qui se faisait après. On a un journaliste qui s'appelle André Dubrieff qui travaille pour Le Matin et il a suivi ceux qui deviendront les engagés de la division Charlemagne dans la Waffen-SS. Il a suivi ces hommes-là, le parcours de ces hommes en Allemagne, et donc là il y a quelque chose à faire. Si
s'il y en a qui veulent commencer une thèse d'histoire, là, il y a quelque chose à faire avec ces parcours-là, ces parcours un peu autonomes. Est-ce que ça provient d'une commande du directeur de la rédaction? J'en ai aucune idée, mais il n'y a pas que invitation, il y a aussi encore des journalistes qui circulent. Alors, est-ce que c'est un cas exceptionnel sur lequel j'ai mis la main? Je ne pense pas. Je pense qu'il y en a d'autres, mais là encore, faut aller compulser des mètres et des mètres linéaires d'archives. Et si vous avez le temps, vous pouvez y aller. C'est presque un mot de la fin. J'aurais voulu parce que je suis le seul à ne pas avoir vu passer tous les slides. Est-ce qu'il y en a 5 ou 6, je crois? Est-ce qu'on les a tous vus? Donc ça, c'est effectivement l'arrestation. Voilà, ça c'est le café. Je vois le texte à l'envers, mais on devine à peu près. Ça c'est les arrestations. Ça c'est chez Gringoire. Oui, donc ça c'est le poids de la propagande. Là aussi, il est témoin effectivement de l'impact du Volksempfänger. Ouais, l'utilisation de la radio, c'est très très pertinent. Là ça, il a bien vu. Et est-ce qu'il y a d'autres? Vous voyez aussi quelque chose, donc à part les couleurs choisies par les dessinateurs, effectivement quelque chose de très... je ne connaissais pas ce dessinateur avant. Il paraît qu'il a un peu raidi, durci son trait pour donner... justement, pour faire sentir ce raidissement, cette crispation de l'Allemagne. On a fait le tour des slides, c'est tout. On espère que ça vous a donné envie d'acheter le livre. Je pense qu'il y a quelques exemplaires à acheter. Je pense qu'on a encore le temps pour quelques questions du public. Monsieur. Alors, voilà, il y a un micro qui se promène. Merci bien. Paul Arnaud, juriste. Votre exposé d'histoire était passionnant sur une période qu'on ne connaît pas toujours, mais ça me laisse perplexe. J'écoutais, la question elle tourne autour de savoir, du point de savoir, est-ce qu'il y a eu tout de suite radicalisation, entrée dans la dictature, et j'ai écouté, je garde la mémoire, des propos d'un enseignement le soir par des autorités catholiques. Comment? Oui, je la pose, monsieur, la question. Par des autorités catholiques parisiennes. Il y a eu un concile, mais il n'y aurait pas eu entrée en radicalisation, en dictature aussi vite. Il y a eu un concile sur l'état des religions catholiques et protestantes en février 1934, et il y en a eu un autre sur l'état des rapports entre l'Église catholique protestante et le judaïsme en juin 34. Alors, est-ce que vous avez semblé parler d'une radicalisation dès le départ, dès janvier 30, dès mars 33, avec la question, l'attribution d'une carte de journaliste et une certaine mainmise, une certaine tutelle sur la liberté d'information, la liberté de croyance. Est-ce que la liberté de foi? Est-ce que vous pouvez confirmer qu'il y a bien eu en février 34 et juin 34 deux conciles tenus à Berlin? Oui, je le confirme. Il n'empêche que sur la chronologie, là encore, il faut différencier le traitement qui est réservé à l'étranger, le traitement qui est réservé à la population allemande. Qu'il y ait eu un durcissement à partir de mars 1933, c'est indéniable puisque ça correspond à la loi sur les pleins pouvoirs. On est à la suite de l'incendie du Reichstag et il y a un durcissement clair. Et l'arsenal législatif qu'on appelle la série de lois de la mise au pas d'avril, mai, juin 33 fait qu'il y a un durcissement. Mais un durcissement à l'encontre et à l'égard de la population, de la société allemande. Il faut passer de la société, de la Gesellschaft à la Gemeinschaft, à la communauté. Donc ce durcissement, il est opérationnel à partir de 33. Que le durcissement soit
peut-être un peu plus dur après 1934 pour l'étranger, oui, et oui, qui est des conciles, tout à fait. Oui. Alors après, sur la question purement concernant les églises, là encore, il y a des tas d'ouvrages et qui dénoncent cette radicalisation de 34, de 35, de 36, parce que ça ne va aller que crescendo, un ouvrage justement de cet homme dont je vous parlais qui s'appelle Robert d'Harcourt, qui s'appelle l'Évangile de la force. Donc il y en a un autre qui s'appelle Catholique d'Allemagne, qui est un peu moins connu, mais qui est très intéressant aussi, et l'Évangile de la force met bien en avant cette radicalisation du discours vis-à-vis des églises et également vis-à-vis de la jeunesse. Et j'ai cru comprendre que vous étiez juriste, on pourrait aussi parler du voyage des juristes. Il y a des tas de juristes germanophones qui ont essayé d'alerter de cette radicalisation. René Capitan, à l'Université de Strasbourg, qui, dès novembre 1935, publie un article dans la revue politique et parlementaire avec une description, mais vraiment au cordeau de ce que sont les lois de Nuremberg. Texte complètement oublié, mais dès novembre 1935, on est 2 mois après le 15 septembre 1935 et les lois de Nuremberg, on sait déjà en France ce qu'il y a dedans. Il y a encore une question dans le public. Oui, bonsoir et merci pour vos exposés. J'aurais une question concernant l'origine intellectuelle de l'auteur. Vous avez souligné à juste titre cet aveuglement des intellectuels français. On pense à Aron et surtout à Sartre, et qu'on ne peut, après votre conférence, qu'opposer à un journaliste de terrain qui, manifestement, n'avait pas une grande formation intellectuelle et qui a été 100 fois plus visionnaire que des intellectuels qui ont été par la suite confirmés. Donc la première question, c'est quelle était la formation ? La deuxième et dernière est la suivante. Si en France, on peut comprendre pour des raisons historiques cet aveuglement devant tout ce qui venait d'Allemagne, on pense à toute la polémique contre la science allemande, etc. Inutile d'insister, vous connaissez. Maintenant, ma question est de savoir quelle a été la relation éventuelle de l'auteur avec des écrivains, des intellectuels en Allemagne. Quels étaient les lieux de rencontre? Est-ce qu'il y en avait? Je pense évidemment à Stefan Zweig, qui a été un formidable visionnaire. Est-ce qu'il y a eu une correspondance, des traces épistolaires de rencontres entre ces deux personnages et avec d'autres intellectuels allemands? Merci. Merci pour les deux questions. Alors sur la formation intellectuelle, alors effectivement, Haute-Cloque, à l'inverse de Sartre et Aron, n'est pas lauréat de l'agrégation de philosophie. Ça, c'est certain. Il n'empêche que c'est un lettré. Ça reste quelqu'un qui a fait ses études. C'est quelqu'un qui, avant la Première Guerre mondiale, est dans un lycée de la Somme. Il gravite entre la Somme et puis Paris. Et c'est quelqu'un qui, pour l'époque, un solide bagage intellectuel, sans commune mesure avec Sartre et Aron, vous l'avez tout à fait bien perçu. Et c'est quelqu'un qui va faire de ses voyages sa propre université dans les années 1920. C'est par ses voyages, par ses contacts qu'il va apprendre davantage que dans les bibliothèques. Donc là, effectivement, il y a un décalage entre. Alors après, il ne faut pas faire de tous les agrégés et des intellectuels au sens premier du terme, des personnes qui ont été aveuglées, mais force est de constater effectivement que la dénonciation est parfois venue d'abord de certains journalistes qui ont été confrontés au terrain. Sur les lieux de rencontre, alors effectivement on n'a pas eu le temps d'en parler, ces lieux de rencontre et ces liens existent. À Berlin, on a un hôtel qui est vraiment le lieu de rencontre, alors des intellectuels étrangers et aussi des journalistes et aussi des hommes politiques, puisque les hommes politiques voyagent aussi, font des tournées diplomatiques. C'est l'hôtel Adlon qui est en plein centre de Berlin, et c'est un lieu où effectivement vont se croiser pendant
l'hôtel Adelon fonctionne de 33 à 39. Hein, donc là, pour le coup, il va pas y avoir spécifiquement de censure pratiquée à l'intérieur de cet hôtel. C'est un peu un microcosme étranger qui est en bouillonnement, un laboratoire de la pensée. Et sur les liens avec d'autres intellectuels, alors en l'occurrence, Hot Clock. Alors j'ai pas fait ma thèse sur Hot Clock, j'ai pas tout fouillé, mais j'ai trouvé que c'était quand même quelqu'un d'assez solitaire dans ses rapports avec l'intelligentsia. Le Hot Clock est quelqu'un qui fonctionne au contact, et au contact allemand essentiellement. Comme la plupart des germanophones. Hein. Les germanophones ne sont pas forcément des férus de l'hôtel Adelon et vont aller chercher ce que j'appelle l'allemand ordinaire dans mon livre, c'est-à-dire l'homme de la rue, quelqu'un qui pourra évidemment lui donner des infos beaucoup plus savoureuses que un autre intellectuel français qui sera dans les salons de l'hôtel. Donc je n'ai malheureusement pas de lien à vous donner de correspondance ou d'écrits épistolaires avec d'autres intellectuels, mais par contre que des réseaux intellectuels se créent à Berlin, c'est le cas, et des réseaux parfois un peu étonnants. Vous avez parlé d'Aron et Sartre. C'est à force de fréquenter les mêmes milieux intellectuels à Berlin que petit à petit on va leur présenter un homme qui est Carl Schmitt. Alors on parlait des juristes, Carl Schmitt qui sera un des membres éminents du parti nazi, et c'est parce ils sont restés systématiquement entre eux dans ce milieu franco-français de Berlin que les autorités nazies se sont dit tiens, il faut aller là et il faut aller présenter Schmitt. Donc oui, il y a des lieux de rencontre, il y a des liens d'amitié, il y a des liens de sociabilité qui perdurent. On pourrait aussi parler de la haute aristocratie, hein, les grandes familles royales, princières, qui continuent à faire de l'Allemagne des lieux de villégiature et qui continuent à se réunir entre elles. Hein, le Gotha se réunit toujours dans ce foyer originel qu'est l'Allemagne. Est-ce qu'il y a encore des questions? Oui. Y a-t-il eu beaucoup de gens qui sont partis en Allemagne? Puisque vous avez dit que... Et si oui, enfin, quelle sorte de gens? Quelle catégorie socio-professionnelle ou... Alors en fait, je n'ai trouvé personne qui soit parti en Allemagne en septembre 39. Je vous ai pris le cas de la commande qui était toujours possible, mais je n'ai trouvé aucune trace d'écrit issu d'un voyage de septembre 39. Les vitrines justement de cette agence touristique dont j'ai parlé sont caillassées à partir du 15 septembre 39, et les vitrines restantes sont passées au blanc d'Espagne, hein, sont inutilisables. Donc c'est ce que je vous dis est de la théorie. On peut aller encore en Allemagne, et là encore, c'est de la théorie qui se confronte à la réalité, parce qu'une grande partie des frontières sont neutralisées, hein, que ce soit les lignes ferroviaires ou les frontières terrestres juste de personnes. Une grande partie sont neutralisées, donc même en passant commande jusqu'au 15 septembre 39, le voyage n'aurait de toute façon pas pu se réaliser. Donc je n'ai pas de traces. Ça ne veut pas dire que ça n'a pas existé. Je pense au voyage des frontaliers. Vous avez des tas de récits de voyages de personnes qui petit à petit ont découvert le nazisme par leur activité professionnelle. Le volailler de Strasbourg qui doit aller à une foire de l'autre côté du Rhin, il est fort probable que jusqu'en septembre 39, il puisse continuer à le faire. De là à produire un récit, là encore, faut pas perdre de vue, quand on est historien, on fait de l'histoire en miettes. Hein. On a les miettes, mais on n'a pas l'essentiel. Qu'est-ce qui a été produit ? On n'en sait rien. Donc ces voyages ont probablement eu lieu, des voyages plutôt d'ordre économique, mais malheureusement je n'en ai pas trouvé trace. Je vous invite à saisir l'occasion pour poser des questions. C'est vraiment, en fait là on a parlé de la BD, mais ce livre-là, je ne cache pas que je ne l'ai pas encore vraiment lu, parce qu'il est beaucoup plus, ça se lit, je dois le dire, beaucoup moins vite que la BD. Mais j'ai trouvé vraiment très intéressant, et surtout, en le feuilletant, j'étais surpris. Ce n'est... comment dire, c'est un peu à la croisée des chemins entre une contribution à l'histoire du tourisme, des voyages, et
une découverte, en fait, une contribution à la connaissance du régime nazi. Il n'est pas organisé en type de voyageur, mais plutôt en étape de voyage. Est-ce que vous pouvez parler un peu de votre livre ? Oui, c'était le postulat de départ de la thèse, c'était d'essayer d'analyser le nazisme par un autre prisme, une autre focale et une autre entrée. Et effectivement, il y avait un vide historiographique. On avait des écrits, on commençait à avoir énormément d'écrits sur le voyage en URSS, du fait de la popularité de certains voyageurs comme André Gide, avec son retour du URSS. Donc les historiens français notamment ont été particulièrement brillants sur cette étude-là. Des historiens comme Fred Kupferman qui est décédé maintenant, Rachel Mazui, Sophie Queuret, François Ourmand. Donc on avait vraiment un vivier d'historiens là-dessus. Le voyage en Italie avait été étudié par un jeune historien qui s'appelle Christophe Poupeau à l'université d'Aix-Marseille, et il n'y avait rien sur l'Allemagne. Et ça permettait effectivement de voir déjà si, c'est toujours pareil, quand on a une idée de sujet, il ne faut pas écrire sa thèse en fonction de ses idées et venir le prouver par l'archive. Il faut d'abord passer par l'archive. Donc je suis allé voir ce qu'il y avait dans les archives et dans les récits de voyage, et effectivement, c'est assez colossal. Ça a été un crève-cœur quand il a fallu réécrire pour la publication, parce que j'aurais voulu vous donner à disposition tous mes listings d'archives, et j'ai dû me limiter à une 50aine de pages, je pense. Donc, il y a de quoi faire. Et effectivement, au fur et à mesure de la découverte des archives, il s'est avéré un fait, c'est que il n'y a pas eu de rupture chronologique dans l'appréhension du voyage en Allemagne nazie. On a voyagé de 33 à 39 et ça a ouvert des horizons totalement divers. Je suis pas historien du nazisme. Le but de ma thèse, c'était vraiment de montrer qu'il y avait une nouvelle histoire des relations internationales franco-allemandes, et j'ai débordé aussi parce que je me suis consacré aux voyageurs britanniques et américains pour l'essentiel. Il y a une nouvelle écriture des relations internationales qui est possible au travers de ce prisme-là. À partir du moment où il y a eu contact, où il y a eu vecteur, il y a des sujets qui affleurent et sur lesquels il faut évidemment s'engouffrer. Et effectivement, la structure de la thèse m'a paru beaucoup plus intéressante que de faire une histoire classique par thème, politique, culturel, sociaux, religieux, et de partir de l'histoire du voyage. Voilà. L'utilité du voyage, pourquoi on voyage, quel est l'intérêt d'aller en Allemagne, les temps du voyage, le départ, la préparation, qu'est-ce qu'on voit sur place, la réception. Et puis après, ce que j'ai appelé l'amplitude du voyage, qu'est-ce qui a permis de saisir vraiment la nature du nazisme, cette épine dorsale qu'est l'antisémitisme, et puis tout le magnétisme qu'il y a eu autour avec des idées annexes. Voilà. Donc ça a été la maturation de la pensée qui a fait que ce livre est né. Vous la trahissez un peu en prenant cette citation des Fleurs du Mal de Baudelaire en exergue, qui n'a vraiment rien à voir avec le sujet, mais les vrais voyageurs sont ceux-là seuls qui partent pour partir, cœur léger, semblable au ballon, etc. Donc le point de départ du travail était l'intérêt pour le voyage comme activité humaine. Le voyage et le pourquoi. Voilà. Et on voyage, c'est pour ça que j'ai pris Baudelaire. On voyage cœur léger, on part pour partir. Qu'est-ce que ça veut dire, partir pour partir ? Le voyage est un voyage en soi, mais le voyage d'Allemagne nazie n'est pas un voyage anodin. Donc, pourquoi aller en Allemagne nazie ? C'est le point de départ. Et puis, voilà, le point final, j'espère, si vous avez l'occasion de lire l'ouvrage, vous permettra de voir qu'on n'est pas seulement parti pour partir. Il y allait parce qu'il est invité. Il est invité. Donc c'est un artiste, le père Jean-Paul Belmondo, et il est invité par les sculpteurs Breker, Dvorak, qui sont exactement dans la même logique que le voyage des écrivains d'automne 41. C'est un voyage moins connu, celui des peintres et des sculpteurs, mais on est dans cette logique-là de montrer que effectivement il y a un contexte, il y a un emballement guerrier, mais il y a un régime qui continue pour sauver ses humanités, pour sauver sa culture. Le régime nazi est dans une recherche permanente de la légitimation de la culture. Il veut y avoir une destruction de ce qui est de la non-culture pour eux, c'est-à-dire la culture issue du judaïsme, et il faut prouver qu'il y a une culture allemande, ça c'est un fait,
mais qu'il y a une création de la culture nazie. Il n'y a pas une aversion, contrairement à ce qu'on pourrait imaginer, du nazisme envers la culture. Ils ont leur propre grille de pensée, leur propre schème de pensée vis-à-vis du monde culturel, et ils veulent le montrer justement aux acteurs du monde culturel étranger. Voilà pourquoi il y a des invitations, et des invitations en 40, en 41. Encore une question ? Je voudrais savoir si le portrait est ressemblant et si d'autres colloques avaient cet air-là un peu sévère d'inspecteur de police. Le portrait est assez ressemblant. Moi, ce qui m'a frappé, c'est les yeux bleus. J'ai aucune idée. Les seules photos que j'ai vues de Hot Clock, ce sont des photos noir et blanc. Et j'ai jamais trouvé dans les articles concernant Hot Clock ce regard perçant. Est-ce que c'est un choix délibéré des auteurs ? Malheureusement, ils sont pas là. Je pense qu'ils se sont renseignés, qu'il avait probablement ce physique-là. Sur le côté un peu glaçant, oui, les photos, un peu froid, c'est un peu les photos qu'on peut trouver. Vous en trouverez assez facilement sur Internet des photos de Xavier de Hot Clock. Il y a un réel intérêt de nouveau autour de ce personnage. Madame de Seine le disait en propos liminaire, il y a une réédition de ses textes. Et c'est assez frappant de voir aussi sur Internet, moi j'ai commencé ma thèse il y a 6 ans. Il y a 6 ans, vous faisiez des recherches Internet sur ce personnage, vous ne trouviez absolument rien. Où la seule mention c'était, ah oui, c'était un journaliste cousin du général Leclerc. Voilà. On revenait sans cesse à ces liens familiaux. Maintenant, on trouve des images, mais j'ai pas la réponse pour les yeux bleus. Bonsoir, merci. J'aimerais savoir quelles étaient les demandes de la part des journaux, des rédacteurs en chef, sur la supposée demande des lecteurs, parce qu'évidemment, regarder un tel régime selon un angle économique ne donne pas du tout la même image que selon les libertés publiques, par exemple. Voilà. Merci beaucoup. Alors, il y a un réel engouement éditorial. Hitler fait vendre du papier, ça c'est clair et net. C'est moins clair en 1933, mais quand progressivement Hitler va s'expliquer sur les propos qu'il a pu tenir dans Mein Kampf, notamment sur son aversion vis-à-vis de la France, il va y avoir un intérêt. Hitler fait vendre, et ce qui est intéressant, c'est que effectivement, on va traiter l'Allemagne nazie sous tous les angles. Alors là, je m'écarte un peu de mon sujet, et je pense aussi aux intellectuels qu'on peut qualifier de sédentaires, ceux qui n'ont pas effectué le voyage d'Allemagne. Ils vont quand même parler de l'Allemagne. Ils vont l'aborder sous tous les angles. La question militaire, où est-ce qu'on en est par rapport à 14-18 ? La question économique, où est-ce qu'ils en sont dans le paiement des réparations ? Est-ce que le plan Dawes de 24, le plan Young de 29, sur le rééchelonnement de la dette, c'est quelque chose qui fonctionne ? Donc tous les aspects vont vraiment être traités, et il y a une inflation des articles entre 1933 et 1939. Alors après, c'est particulier à partir de 38. À partir de 38, il y a les pogroms de novembre 38 antisémites. Il y a les accords de Munich. Donc on va aborder la question différemment. Mais il y a un engouement parce que le lectorat répond présent. Et encore une fois, il y avait aussi une habitude de consommer de la presse qui évoquait l'Allemagne. Il ne faut pas imaginer que dans la presse française, on a découvert l'Allemagne en 1933. Voilà, il y avait des articles, il y avait des voyageurs qui faisaient le voyage de Weimar. Voilà, là encore, il y aura un sujet de thèse à faire sur qu'ont vu les voyageurs de la République de Weimar. Est-ce que le tournant autoritaire de mars 1930 a été perçu ? Bon, il y a des choses à faire là encore, mais on s'est toujours intéressé dans la presse française à l'Allemagne, du moins dans la presse française de l'après 1918. Lors de leur retour en France, les artistes qui sont allés en 1941 en Allemagne, comment ils ont été perçus, accueillis, quelles ont été les conséquences sur leur vie de ce voyage ? Absolument aucune, parce que le fait est établi, ce sont des collaborateurs.
et des collaborationnistes. Donc les conséquences sur leur carrière, de toute façon, sont déjà gravées dans le marbre à partir du moment où ils ont accepté l'invitation de Goebbels. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas réception du voyage. Il y a réception, il y a un écho du voyage, puisque Brasillac sera alors c'est le plus connu, Robert Brasillac, puisqu'il sera fusillé à la Libération. Et on lui reprochera évidemment dans son procès ce voyage d'Allemagne pour intelligence avec l'ennemi. Et Brasillac est devenu le patron de Je suis partout. Avant, c'était Pierre Gaxot, le rédacteur en chef. Donc, il va mettre à profit son organe de presse pour pouvoir faire écho de ce qu'il a vu en Allemagne. Mais c'est la seule nouveauté au moment du retour. De toute façon, les Brasillac les jouent en dos, même des gens comme Lucien Rebatté, voilà, sont par leurs écrits déjà condamnés au moment où ils font leur voyage. Ouais. Alors, déjà un collaborationniste, je sais pas. Collaborateur, c'est indéniable. Alors le père va s'expliquer après-guerre. Il fait une interview. Je ne veux pas vous donner l'année parce que je vous donnerai une erreur. J'ai plus l'année en tête. Je me demande si c'est pas dans le journal L'Express qu'il livre une interview où il reconnaîtra une erreur et il dira mais je pouvais pas savoir. Voilà. Qui est un argument de beaucoup d'artistes qui ont eux aussi fait le voyage entre 33 et 39. Alors la compromission n'est pas la même entre aller tourner, je pense aux acteurs, Rému, Fernandel. Ils sont dans les studios de Babelsberg, les studios de Loufa, en 1936. Rému va serrer la main à Goebbels et va trouver que c'est un personnage sympathique. Madeleine Renaud, Daniel Darieux. Bon, ce sont des acteurs, des actrices qui vont en Allemagne et qui après seront interrogés. Madeleine Renaud sera interrogée par Armand Panigel, qui sera une des stars de l'interview de la future TF1 en 71, je crois. TF1 n'existe pas encore, me semble-t-il. Et Panigel lui dira mais pourquoi vous êtes allé en Allemagne? Et elle dira en fait je suis pas allé en Allemagne, je suis allé tourner un film et il y a eu un effet tunnel. Je suis arrivé en Allemagne, on m'a emmené jusque dans les studios situés à Weimar, à Wannsee, pardon. À Wannsee, et de Wannsee je suis retourné prendre mon avion et je suis parti. Donc elle dira je n'ai pas vu l'Allemagne nazie, je n'ai pas vu l'Allemagne d'Hitler, je suis allé tourner un film en Allemagne. Là encore on n'a pas à juger, l'historien n'est pas juge, mais c'est une réalité. Donc on a des voyages qui vont coller après parfois dans des carrières après-guerre. Bonsoir. Bonsoir. Est-ce que vous avez des informations approfondies concernant le meurtre du journaliste? Pourquoi l'empoisonnement? Je n'en ai aucune idée. L'empoisonnement, je vous l'ai dit, à ma connaissance, c'est un mode opératoire qui est unique dans le sort réservé à un étranger. Alors il y a une particularité. Pourquoi ça arrive à ce moment-là? Ça c'est vrai qu'on l'a pas dit, ça n'est pas dit dans la bande dessinée. À ma connaissance, personne s'en est expliqué. Même Carbusia, qui est le patron de Gringoire, qui a écrit des mémoires. C'est des mémoires qui s'appellent Du tango à Lily Marlène. Je suis pas sûr que le bouquin se trouve encore. Bon, il parle de l'assassinat, mais il explique pas pourquoi. Il est empoisonné en mars 35 et il va décéder d'une septicémie en avril 35. En fait, cette période, il y a un durcissement vis-à-vis des journalistes, mais des journalistes purement français, parce qu'on a un rapprochement. Là, il faut connaître le contexte international du printemps 35. On a un rapprochement politique entre le ministère des Affaires étrangères, qui est Louis Barthou, et le ministère des Affaires étrangères soviétique, qui est Litvinov, qui conduira au pacte Barthou-Litvinov de mai 35. Et sachant que cette histoire de rapprochement franco-soviétique du printemps 35 est dans les tuyaux diplomatiques, on va avoir vraiment un déferlement de violence, même un changement dans l'attitude. Là, on parle de l'empoisonnement, c'est-à-dire la phase ultime, mais même dans le traitement des Français qui se déplacent juste dans la rue, au printemps 35, ils se font cracher dessus. Alors que quand ils sont accueillis dans certains villages au printemps 33, vous avez des Allemands qui entonnent la Marseillaise. Pas du tout pour se moquer des Français. Ils entonnent la Marseillaise parce que Hitler leur a dit...
il faut accueillir correctement les Français. Donc on a vraiment un effet de levier là, à partir du printemps 35 où le rapport aux Français est totalement différent. Alors pourquoi l'empoisonnement? J'en ai aucune idée. En tout cas, la raison invoquée le plus souvent, c'est que le Hot Clock avait à sa disposition trop d'informations et ce doute sur son appartenance ou non au service secret fait que de toute façon c'était une voie qu'il fallait faire taire. Surtout voyant son rythme de production, ça on n'en a pas parlé, mais c'est assez exceptionnel. Produire un livre, et c'est un livre de fond, hein. Alors les livres sont pas très épais, mais c'est un livre de fond, d'enquête, de journalisme d'investigation, un livre par an. À l'ombre de la croix gammée 33, la terreur Arbune 34, la police politique hitlérienne 35. Donc à ce rythme-là, que va pouvoir dire Hot Clock? Ça, les nazis ne veulent absolument pas le savoir. Donc empoisonnement. Alors après, si votre question portait sur pourquoi la méthode de l'empoisonnement, je n'en ai aucune idée. Ça a eu lieu, il a fait une rencontre avec 2 hauts dignitaires nazis, il a bu un verre qui était ébréché, et sur son lit de mort, il dira à Carbuccia, le patron de presse, il dira « Ah, je suis convaincu que sur la fissure du verre, il y avait un produit toxique. » Voilà les circonstances de sa mort. Mais pourquoi l'empoisonnement plus qu'un assassinat par balle? Aucune idée. Non, à ma connaissance, non. Non. Je ne sais même pas s'il faudrait aller voir les rapports d'autopsie. Je ne sais même pas s'il y a eu une autopsie pratiquée sur son corps. Je n'en sais rien. Mais par contre, c'est connu dans la presse de l'époque. Dans Le Figaro, je pense au Figaro parce que ça a été les premiers à relayer la mort, avant même Gringoire. C'est le Figaro qui a la datation la plus ancienne. On parle déjà de l'empoisonnement. Dans la première parution mention de la mort de Hot Clock, il est mentionné qu'il a été empoisonné par les nazis. Oui. Merci. Est-ce que, comme je travaille au tribunal, j'aimerais savoir, est-ce que vous avez connaissance? Là, vous venez de parler de vos ignorances sur le fait qu'il y a eu une autopsie pratiquée ou pas. Est-ce qu'il y avait, comme c'était quelqu'un de signalé auprès du Troisième Reich, est-ce qu'il y avait quand même une indépendance de fonctionnement de la justice allemande? Ou est-ce qu'elle était entièrement sous tutelle, sous canevas de la... Peut-être avez-vous une réponse. Est-ce qu'elle était entièrement instrumentalisée par le Troisième Reich, ou est-ce qu'elle était de nature à avoir de la marge de manœuvre de telle sorte qu'elle puisse donner ordonner une autopsie? Non, c'est zéro marge de manœuvre à partir de la fin du printemps 33. C'est pas la justice qui est la première ciblée dans toute cette fameuse série de lois qui réorganisent la vie de la société allemande, donc ces fameuses lois de la mise au pas dont je vous ai parlé précédemment. C'est pas la justice qui est la première ciblée, c'est le monde universitaire et le monde de l'enseignement. C'est dès fin mars 33, début avril 33, vraiment les premières lois qui réorganisent des pans entiers de la société. Ça va concerner l'université, et la justice arrivera dans les lois à la fin juin 1933. Donc en fait, il y a une marge de manœuvre de janvier à juin très faible. Très faible, et après tout le monde judiciaire et le monde de la justice en général est mis sous tutelle. Donc zéro marge de manœuvre à ma connaissance. Et il faut aussi garder en tête, il n'est pas mort en Allemagne. Il est rentré. Je crois qu'il y a 4 ou 5 semaines qui se passent. Il y a une agonie. On le voit, c'est une des dernières images. Je vais pas trahir le souhait des auteurs. Il y a un épilogue. Une des dernières images, on le voit sur son lit de mort. C'est effectivement sur ce lit de souffrance qu'il a passé la fin de sa vie. Donc ça peut aussi... il faudrait chercher comment pouvoir accéder à un dossier médical en France sur Hot Clock. Je ne sais pas. Notre voyage touche à sa fin. Je pense qu'on a vraiment épuisé les questions. On pourrait sans doute encore... Une petite là derrière. Non, je vois... Non, je ne voulais pas poser une question. Non, mais juste derrière vous, il y a une toute petite. Parce que je voyais une expression de grande tristesse. Qu'il est mort en France, qu'il n'y a pas eu d'enquête, etc. en Allemagne. Est-ce qu'il y a eu des répercussions diplomatiques ou publiques françaises en France? Non, une réaction... à ma connaissance, aucune. Ça n'a pas ému grand monde.
la mort de Hot Clock. Je ne voulais pas poser une question parce que je trouve qu'on a vraiment brassé largement le sujet et je voulais tout simplement vous remercier chaleureusement de cet entretien d'abord parce que et vous avez contribué encore une fois vraiment de façon éblouissante, moi je trouve, Merci. à cette thématique, à éclairer le contexte aussi, parce que vous avez toujours, et c'est ce que personnellement j'approuve beaucoup, vous avez toujours contextualisé toutes les étapes de la vie de Hot Clock ou de ces remarques, de ces récits, de ces différents pas. Et si vous dites, vous n'êtes pas un spécialiste de la période nazie, je pense, vous l'êtes quand même. Et j'espère que vous aurez encore d'autres occasions à présenter aussi votre thèse et peut-être à commenter aussi, à présenter avec, peut-être une autre fois ailleurs, cette bande dessinée qui est, je pense, très réussie. Je voulais tout simplement vous remercier. Aussi Johannes Wetzel, que je trouve qui a très très bien géré le débat avec vous, l'entretien, et avec la salle. Et j'espère que vous continuerez à travailler sur cette thématique ou aussi une autre. En tout cas, c'était toujours très bien. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à vous.